Monsieur, est-ce que je peux vous emprunter pour une journée? La question innocente d'une fillette de 3 ans a retenti. C'était au milieu d'une salle de réunion secrète. Là, les plus puissants chefs de la mafia de New York discutaient d'une guerre. Une guerre qui pourrait redessiner tout le monde de la pègre. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. C'est arrivé quand la fille de la gouvernante s'est approchée joyeusement d'Alejandro Moretti. C'était l'homme dont un seul regard suffisait à faire baisser la tête aux tueurs les plus endurcis. Personne ne comprenait pourquoi une étrange petite fille oserait poser une telle question. Surtout à l'homme le plus redouté de New York. Personne ne pensait qu'Alejandro daignerait même répondre. Pourtant, quelques secondes plus tard, la réponse du chef de la mafia a stupéfié toute la salle. Ce moment, en apparence ordinaire, est devenu le point de départ d'une histoire. Une histoire que personne présent ce jour-là n'aurait jamais pu imaginer. Alessandro Moretti a levé un seul doigt. C'est tout ce qu'il a fallu. 12 hommes en costume noir se sont levés de la table en noyés, sans un mot, sans un regard, sans le bruit d'une chaise qui n'aurait pas été soulevée d'abord. Ils sont sortis comme des soldats quittent une chapelle, la tête baissée, les mains vides. Le pistolet sur le tissu de velours est resté là où il était. Le whisky est resté là où il était. La fumée de cigare flottait au-dessus de la table, comme quelque chose qui aurait oublié comment bouger. Marco Ricci a été le dernier à partir. Le bras droit, celui qui s'était tenu à l'épaule d'Alejandro sur chaque photo de famille depuis une décennie. Il a rassemblé lentement son bloc-notes, et sur le seuil de la porte, il s'est arrêté. Ses yeux se sont posés sur la petite fille en robe jaune. Ils y sont restés une demi-seconde de trop. Puis il a baissé la tête et a franchi la porte. Maria est apparue sur le seuil, avant que la porte ne se soit refermée derrière lui. Son visage était exsangue. Elle est tombée à genoux sur le marbre. Elle a tendu la main vers sa fille, avec des doigts qui ne cessaient de trembler. « Signor Moretti, je suis tellement désolé. Je vais démissionner sur le champ. Alejandro n'a pas répondu à cela. Il regardait Sofia. Elle avait grimpé sur la chaise en cuir en face de lui. Elle dessinait maintenant un visage souriant sur le tissu de velours noir à côté du pistolet. Le crayon violet bougeait avec une concentration totale. Une concentration que seuls les très jeunes enfants peuvent avoir. Il a regardé le crayon, puis l'enfant, puis de nouveau le crayon. « Quel est votre nom » a-t-il demandé à la mère. « Maria, signor. Maria Alvarez. Et le sien ?»« Sofia. »« Pourquoi est-elle ici ?» La voix de Maria s'est brisée au milieu de la réponse. Sa sœur était tombée malade pendant la nuit. Il n'y avait personne d'autre. Elle avait prié pour que les signories ne la remarquent pas. Elle avait prié pour tant de choses ce matin-là. Alejandro a hoché la tête une fois. Il a regardé le crayon violet dans le poing de l'enfant pendant un long moment. Assez longtemps pour que Maria commence à craindre le silence plus que n'importe quelle réprimande. Puis il a parlé lentement. Il pesait chaque mot, comme s'il appartenait à une langue qu'il avait connue autrefois. Une langue qu'il essayait maintenant de se remémorer. Une journée. Qu'est-ce qu'on ferait avec une journée? Sofia a levé le menton du velours. Elle a considéré la question avec le sérieux d'une très jeune dirigeante présentant un plan d'affaires. Le parc, a-t-elle dit, une glace. Et vous devrez me pousser sur la balançoire jusqu'à ce que je touche le ciel. Alessandro a hoché la tête comme s'il recevait des instructions. Il s'est tourné vers la porte et a élevé la voix, juste assez pour être entendu. Marco. Le bras droit est réapparu aussitôt. Bloc-notes ouvert, stylo prêt. Annulez tout pour demain. Absolument tout. Le front de Marco s'est plissé, et sa voix était très douce. La réunion avec Don Salvatore Bianchi aussi, signor? Celle-là aussi. Marco s'est incliné. Il s'est tourné pour partir. Et sur le seuil de la porte, il a fait ce qu'il avait fait auparavant. Il a regardé l'enfant. Le regard a duré exactement une demi-seconde de plus que n'importe quel regard ne devrait durer. Et puis, il a disparu. Maria ne l'a pas vu. Alejandro l'a vu. Il n'a rien dit. Il s'est plutôt agenouillé. Son genou a protesté contre cette position, comme une vieille machine qui proteste contre un usage qu'elle a oublié. Il a mis son visage au niveau de la petite robe jaune, au niveau des 2 couettes de travers et du crayon violet. Demain, je viendrai te chercher. 7 heures du matin. Tu porteras la robe jaune que j'ai vue aujourd'hui. Sofia a hoché la tête une fois, gravement, comme pour sceller un contrat. Dans le taxi qui les a emmenés hors du domaine Moretti 1 heure plus tard, Maria serrait sa fille si fort que Sofia s'est tortillée. Elle ne croyait pas qu'il viendrait. Elle répétait déjà les mots qu'elle dirait quand le téléphone sonnerait demain pour la renvoyer.
Ses mains ne cessaient de trembler sur le dos de l'enfant. Elle ne savait pas que 3 ans plus tôt, par une nuit de pluie, elle avait fait une promesse. Une promesse à sa meilleure amie, dans un couloir d'hôpital, qui sentait l'antiseptique et le sang. Et ce soir, sans qu'elle ne comprenne encore rien, quelque chose avait commencé à bouger. Le lendemain matin, à 7 heures précises, un VUS noir s'est garé devant la petite laverie d'Atoria. C'est là que Maria louait un appartement de 2 pièces au-dessus des machines. Tout le quartier s'est tourné pour regarder. La femme qui vendait du pain sur une table pliante au coin de la rue. L'homme qui poussait un balai le long du caniveau. Le vieux grand-père qui fumait sur la marche supérieure de la maison en grès brun de l'autre côté de la rue. Aucun d'eux n'a reconnu la voiture. Aucun d'eux n'a reconnu l'homme qui est sorti de l'arrière. Mais chacun d'eux a ressenti quelque chose qu'il ne pouvait nommer, comme l'air qu'on sent avant un changement de temps. Alessandro Moretti a fermé la portière de la voiture derrière lui. Il s'est tenu sur le trottoir en jean foncé et en chemise bleue unie. Pas de veste, pas de bouton de manchette, pas de costume gris acier. Il ressemblait à un homme qui avait oublié comment s'habiller, comme une personne, au lieu d'un patron. Et il essayait maladroitement de s'en souvenir. Maria a fait descendre Sofia par l'escalier en bois tordu qui longeait l'extérieur du bâtiment. Sofia portait la robe jaune. Elle y avait insisté. Maria l'avait lavée et repassée 2 fois la veille et n'avait pas dormi entre-temps. L'enfant a lâché la main de sa mère à mi-chemin des escaliers. Elle a traversé le trottoir en courant et a enlacé la jambe d'Alessandro de ses 2 bras. Comme les enfants s'enroulent autour des gens en qui ils ont déjà décidé de faire confiance. Sans preuve, sans hésitation, sans rien qu'un tribunal accepterait. Alejandro s'est de nouveau agenouillé. Son genou se souvenait mieux de la position que la veille. Aujourd'hui, a-t-il dit, c'est toi la patronne. La voix de Maria était faible. Signor, êtes-vous certain? Je peux rester ici avec elle si c'est... J'ai fait une promesse, a-t-il dit, sans la laisser finir. Je ne romps pas mes promesses. Surtout pas à une enfant de 3 ans qui m'a pris par surprise au milieu de ma propre pièce. Dans la voiture, Sofia était assise entre eux. Ses jambes se balançaient dans les airs à un bon 30 cm du sol. Elle lui a demandé s'il aimait la couleur violette. Elle lui a demandé s'il avait déjà été dans un parc. Elle lui a demandé s'il connaissait les paroles de « Brille, brille, petite étoile ». Alejandro a répondu à chaque question avec le même soin qu'il apportait aux affaires familiales à la table en noyer. Oui, pas depuis longtemps. Il croyait que oui. Maria a tourné son visage vers la fenêtre pour qu'il ne puisse pas la voir sourire. Sur le siège du conducteur, Vincenzo, 61 ans, dont 20 passaient derrière le volant pour la famille Moretti, regardait le rétroviseur. Ce qu'il y a vu était quelque chose qu'il n'aurait jamais cru voir de son vivant. Le signor hochait la tête sérieusement, pensivement. Il répondait à la question d'une petite enfant sur ce que les éléphants aiment manger. Vincenzo n'a rien dit. Mais quand il a ramené le VUS au garage ce soir-là, il raconterait l'histoire à Rosa, la cuisinière, et à Alice, la gouvernante en chef. Les 2 femmes qui travaillaient au domaine depuis assez longtemps pour se souvenir d'Isabella, et assez longtemps pour savoir quand se taire à ce sujet. La voiture s'est arrêtée devant un petit parc de quartier à 3 rues de la laverie. Des chaînes de balançoires rouillées, de l'herbe sèche. Une poignée d'autres enfants qui couraient avec des mains collantes de glace à l'eau. Alejandro est sorti et s'est tenu au bord du parc. Comme un voyageur se tient à la frontière d'un pays étranger, incertain de l'endroit où se trouve la limite. Maria s'est approchée de lui. Elle a gardé la voix douce. « Quand êtes-vous allé dans un parc pour la dernière fois ?» Il n'a pas répondu pendant un long moment. Elle avait presque décidé que la question était la mauvaise quand il a parlé. « Il y a eu une fille une fois qui voulait m'emmener dans un parc un dimanche après-midi. J'ai promis, je ne suis pas venu. C'était le dernier été que nous avons eu ensemble. Il n'a pas donné le nom. Maria n'a pas osé le demander. Mais dans la poche intérieure de son manteau, où elle portait une petite clé en laiton tous les jours depuis 3 ans, quelque chose semblait soudain un peu plus lourd que ce matin-là. Sofia n'avait pas entendu l'échange entre sa mère et le patron. Elle s'était déjà éloignée du bord du parc. Elle courait à travers l'herbe sèche vers les balançoires, sa robe jaune flottant derrière elle, sa voix montant comme celle des jeunes enfants quand le monde vient de leur donner exactement ce qu'ils voulaient. « Balançoire, balançoire !» Alejandro l'a suivi. Il s'est arrêté derrière le siège alors qu'elle grimpait dessus. Ses pieds pendaient bien au-dessus des copeaux de bois. Il a posé une main sur le dos de la balançoire. Il a poussé très doucement. «
comme un homme pousse quelque chose qu'il a peur de casser. Sophia s'est élevée d'un demi-mètre dans les airs et a poussé un cri de joie. Plus haut, monsieur. Il a poussé plus fort, puis encore plus fort. Les chaînes rouillées se sont plaintes. Sa robe jaune a capté la lumière d'octobre et la lui a renvoyée. Et puis il a ri. Ce n'était pas le sourire diplomatique qu'il portait à la table en noyer. Ce n'était pas la petite courbe polie de la bouche qu'il offrait aux dignitaires en visite. C'était un rire, rude, rouillé, inconnu à sa propre gorge, comme la charnière d'une porte qui avait été fermée pendant des années et qu'on avait finalement forcé à bouger. Il n'a pas reconnu le son comme étant le sien. Jusqu'à ce qu'il regarde vers le banc et voit Maria le regarder avec les yeux humides. À 30 mètres de là, de l'autre côté de la rue, un deuxième VUS noir était à l'arrêt, moteur tournant. Enzo, chef de la sécurité personnelle du signor, était assis derrière le volant. Il avait 2 doigts pressés sur son oreillette. Le signor rit. La ligne est restée silencieuse pendant 5 bonnes secondes. Puis la voix de Vincenzo est revenue. Prudent, silencieux. Répétez ça. Notre signor Moretti rit aux éclats. Dans un parc public, en poussant une petite enfant sur une balançoire. Il y a eu un autre silence, plus long que le premier. 10 secondes, peut-être 12. Ne le mettez pas dans le journal de bord, a finalement dit Vincenzo. Personne n'entend parler de ça. Surtout pas Marco. Compris. Sofia a compté chaque poussée à voix haute. Elle a atteint 14. Alessandro ne s'est pas plaint. Ses chaussures en cuir italien, celles qui avaient coûté plus que ce que Maria gagnait en un an, devenaient lentement grises de poussière de parc. Plus tard cette semaine-là, Alice secourait la tête en les voyant dans le vestiaire près de la cuisine. Mais elle sourirait tout le temps qu'elle les cirerait. Et elle ne dirait rien de ce sourire à personne. Maria était assise sur un banc de pierre à proximité et les regardait tous les deux. Elle a pensé à Miguel, son mari, son ouvrier du bâtiment, mort d'une crise cardiaque il y a 8 mois, à l'âge de 34 ans. Miguel avait poussé Sofia sur les balançoires dans le petit parc, derrière leur ancien immeuble, jusqu'à ce que ses bras tremblent. Depuis le jour où il avait été mis en terre, personne n'avait poussé sa fille sur une balançoire. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à cet homme étrange en jean foncé. « Patron, viens au toboggan avec moi. » Alejandro a regardé vers le banc, demandant la permission avec ses yeux. Maria a hoché la tête, et cette fois, elle n'a pas caché son sourire. Il s'est dirigé vers le toboggan en métal bas. Sophia a grimpé à l'échelle avec la confiance d'une enfant qui a décidé que la journée lui appartenait. Elle s'est assise en haut. Elle a crié. « Mettez-vous en bas et attrapez-moi. » Il s'est accroupi. Il a ouvert les bras. Sophia s'est élancée en criant. Elle a glissé tout droit dans sa poitrine. Il a reculé d'un demi-pas, pas à cause de son poids, qui n'était rien, mais à cause du choc d'une petite créature ayant placé toute sa confiance en lui. Sans une seconde d'hésitation, il l'a attrapée. Et il lui a fallu un long moment avant de la reposer par terre. Depuis le banc de pierre, Maria regardait. Et elle a de nouveau pensé à la petite boîte en bois qu'elle gardait au fond de sa valise depuis 3 ans. La boîte qu'Isabella lui avait pressée dans les mains la dernière nuit de la dernière tempête. Peut-être, pensa-t-elle, peut-être que le moment approchait. Après le parc, ils ont marché tous les 3 jusqu'au coin de la rue. Sofia tenait la main d'Alejandro d'un côté et celle de Maria de l'autre. Elles se balançaient entre eux, comme si elle avait marché entre 2 parents toute sa vie. Les chaussures gris-poussière d'Alejandro marquaient le trottoir de faibles empreintes pâles. Il n'a pas baissé les yeux pour les regarder. Le glacier du coin s'appelait Lise. Une enseigne peinte à la main était suspendue au-dessus de la porte. Une petite cloche a sonné quand ils l'ont poussée. Le garçon derrière le comptoir écoutait du hip-hop avec une paire d'écouteurs blancs qui pendaient à moitié de ses oreilles. Il n'a pas levé les yeux. Et il ne savait pas qui ils étaient. Alessandro est resté un long moment devant le menu sur l'ardoise. Il s'est penché vers Maria et a avoué à voix basse. « Je ne sais pas quoi commander. » Sofia a rendu son verdict avec la certitude totale d'une enfant qui avait étudié la question et qui rendait maintenant son jugement. Fraise. Tout le monde sait que la fraise est la meilleure. Alejandro a hoché la tête une fois, comme s'il recevait des instructions d'un officier supérieur. 3 cornets à la fraise, s'il vous plaît. Ils se sont assis dehors, à une petite table en plastique blanc, sous un mince soleil d'octobre. Sofia a mangé son cornet avec la concentration totale et sacrée que seule une enfant de 3 ans peut apporter à une boule de glace. Des taches roses ont grimpé sur sa joue, le long de son poignet, sur le devant de sa robe jaune.
Elle n'a rien remarqué de tout cela. Elle poursuivait une goutte de fraise fondue qui s'était échappée le long de son doigt. Alejandro l'a regardé un moment, puis il a parlé doucement. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis assis pour manger quelque part qui n'était pas un terrain de golf ou une terrasse privée. Peut-être 15 ans. Maria a répondu avant de pouvoir retenir ses mots. Ça a l'air solitaire. Elle s'est entendue et a senti la chaleur monter à son cou. On ne disait pas de telles choses au chef d'une famille. Mais Alejandro n'a pas réagi comme elle le craignait. Il a seulement hoché la tête lentement. Ça l'est. J'ai construit une vie qui semblait réussie de l'extérieur. Je me suis dit que c'était suffisant. L'argent, l'organisation, une maison avec 14 pièces. Je me suis dit que je n'avais besoin de rien d'autre. Il a regardé Sofia, qui léchait maintenant la goutte fugitive de son poignet avec une satisfaction féroce. Et puis votre fille est entrée dans ma chambre hier et a demandé à m'emprunter pour une journée. Et j'ai réalisé depuis combien de temps personne ne voulait quelque chose de moi qui ne soit pas de l'argent, une signature ou un ordre. Quelque chose s'est serré dans la gorge de Maria. Elle a levé la main et, sans le décider, l'a posée légèrement sur le dos de la sienne. Sa main reposait sur la table en plastique. C'était un geste qui franchissait une ligne qu'elle avait passé toute sa vie professionnelle à respecter. Et elle n'aurait pas su dire pourquoi elle l'avait fait. Il n'a pas retiré sa main. Il a seulement baissé les yeux sur la sienne, posé sur la sienne pendant un long moment. Vous avez perdu votre mari il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Maria a hoché la tête. Miguel. C'était un ouvrier du bâtiment. Crise cardiaque il y a 8 mois. Il avait 34 ans. Alessandro n'a rien dit pendant un moment, puis très doucement. Je suis désolé. Il ne l'a pas dit comme les gens le disent par habitude. Il l'a dit avec le poids d'un homme qui comprenait exactement ce que le mot perte signifiait. Pendant un long moment, il a regardé Sofia. Puis il a de nouveau parlé, et sa voix avait changé, et Maria ne savait pas comment. Elle a les yeux de quelqu'un que j'ai connu. Maria est restée très immobile pendant une demi-seconde. Elle a seulement souri et n'a pas répondu. Mais ses doigts se sont resserrés sur les siens d'une petite quantité prudente. À quelques mètres de là, une jeune femme est passée en tenant son fils par la main. Elle a jeté un coup d'œil à la table en plastique, à eux trois assis ensemble. Et elle a souri. Le petit sourire chaleureux qu'un étranger donne à une famille. Alessandro a vu le regard. Il ne l'a pas corrigé. Sofia a fini son cornet. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a simplement quitté sa chaise en plastique. Elle a traversé la petite distance jusqu'au côté d'Alejandro de la table. Et elle s'est hissée sur ses genoux, avec la confiance d'un propriétaire retournant dans sa propre propriété. Sa tête collante est venue se reposer contre le devant de sa chemise bleue. Elle l'a regardé. Elle a demandé, de la manière dont seuls les très jeunes enfants peuvent poser d'énormes questions avec des mots parfaitement petits. « Êtes-vous triste, monsieur ?» Alessandro est resté immobile. Il a regardé Maria de l'autre côté de la table. Ses yeux lui demandaient quelque chose pour lequel il n'avait pas les mots. Elle a fait le plus petit signe de tête possible. Il a baissé les yeux sur les cheveux bruns emmêlés contre sa poitrine. Et puis, pour la première fois en 3 ans, il a prononcé le nom qu'il avait enfermé en lui. J'aimais une fille. Elle s'appelait Isabella. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Comme une vitre se fissure. Une seule fissure fine, traversant une surface qui semblait entière un instant auparavant. Elle m'a quitté parce qu'elle a découvert que je n'étais pas l'homme qu'elle pensait que j'étais. J'ai fait un travail dont elle ne voulait pas s'approcher. Je l'ai cherché pendant des mois après son départ. Je ne l'ai pas trouvée. Et puis j'ai entendu dire qu'elle était morte une nuit de tempête. Après ça, je n'ai plus prononcé son nom à voix haute. Sofia a écouté avec la concentration sérieuse d'une très petite philosophe. Quand il a eu fini, elle lui a tapoté la poitrine avec sa paume collante. Un geste maladroit, étrangement sage. Le genre de réconfort qu'un enfant donne sans savoir qu'il le donne. Isabella aimait probablement la fraise, aussi. Alejandro a cessé de respirer. Maria a porté sa main à sa bouche pour cacher ce qui montait dans sa gorge. Seule elle comprenait ce que sa fille venait de dire. Seule elle savait qu'Isabella avait, en fait, adoré la fraise. Que, petite fille à Puebla, elles avaient séché l'école ensemble. Elle courait au stand de glace au coin de la place. Et qu'Isabella avait toujours commandé la rose, chaque fois, aussi longtemps que Maria l'avait connue. Alejandro ne comprenait pas pourquoi une phrase accidentelle d'une enfant de 3 ans l'avait frappé de cette façon. Il a seulement senti le mur qu'il avait construit autour de lui pendant 3 ans. Et ce mur montrait soudain sa première fissure. Il a tenu Sofia un peu plus près, en faisant attention de ne pas la serrer trop fort.
Ses yeux étaient humides, mais les larmes ne sont pas tombées. Pas encore. Maria les a regardés, et son cœur battait lentement et lourdement dans sa poitrine. Elle a pensé à la petite boîte en bois au fond de sa valise. Elle a pensé à la chaîne en argent et à la lettre I bouclée à l'intérieur. Elle a pensé à l'enveloppe scellée qu'Isabella lui avait pressée dans les mains avec une seule instruction, seulement quand il aura prouvé qu'il est digne d'être un père. Elle ne savait pas encore quand le bon moment viendrait, mais elle commençait à sentir qu'il approchait. Dans le VUS sur le chemin du retour, Sofia dormait affalée contre l'épaule de Maria sur la banquette arrière. Une petite main collante encore, enroulée autour du pouce de sa mère. La lumière d'octobre tombait bas sur les bâtiments d'Atoria. Alejandro a regardé l'enfant dans le rétroviseur pendant un long moment avant de parler. Annulé demain aussi, Vincenzo. Et la semaine d'après. Vincenzo a baissé la tête depuis le siège du conducteur. Compris, signor. Dans l'ombre grandissante de la fin d'après-midi, le vieux chauffeur a senti des larmes monter dans sa gorge sans prévenir. Elles ont glissé dans le col de sa chemise. Il ne les a pas essuyées. Il a seulement continué à conduire, les deux mains fermes sur le volant, tout le long du chemin du retour. Des semaines ont passé. Le domaine Moretti, cette grande maison froide où pendant des années les seuls sons avaient été des semelles de cuir sur le marbre et des glaçons heurtant les parois d'un verre de whisky, a commencé lentement à se remplir d'un bruit différent. Le bruit d'une enfant de 3 ans. Rosa, la cuisinière, a reçu l'ordre d'ajouter des macaronis au fromage au menu hebdomadaire. Elle l'a inscrit dans son registre avec le même soin qu'elle avait autrefois accordé au plat de veau de la signora aînée. Giuseppe, le jardinier, a remarqué que la vieille balançoire à l'arrière du domaine, celle qui avait été un terrain interdit pendant 3 ans, celle qu'aucun membre du personnel n'avait été autorisé à mentionner, avait été repeinte d'un jaune vif et soigné. 2 petits casques de sécurité pendaient maintenant à des crochets à côté. Giuseppe n'a pas demandé qui avait ordonné la nouvelle peinture. Il a simplement taillé les rosiers à proximité un peu plus souvent qu'avant, pour pouvoir regarder quand la petite fille sortait pour l'utiliser. Alice, la gouvernante en chef, 68 ans, la seule personne du domaine qui était là depuis assez longtemps pour se souvenir du nom d'Isabella, a pleuré silencieusement dans la buanderie un après-midi. Elle a découvert que Sofia avait traîné une couverture du 3e étage. La couverture venait de la chambre où personne n'avait été autorisé à entrer depuis 3 ans. Alice n'a rien dit à personne. Elle a simplement lavé la couverture à la main, l'a pliée et l'a remise sur le lit dans la chambre de l'enfant au 2e étage, sans un mot. Alessandro l'a remarqué. Il n'a pas posé de questions. Son assistante personnelle, Elena, a commencé à répondre à la ligne professionnelle du domaine avec une nouvelle phrase. « Signor Moretti n'est pas disponible pour le moment. Il est au parc. » Les appelants à l'autre bout du fil restaient silencieux pendant exactement 5 secondes avant de lui demander de répéter. Elle répétait la phrase avec la même voix calme. Certaines semaines, Alessandro quittait son bureau à 4 heures de l'après-midi pour pouvoir être à la maison pour un petit goûter avec Sofia. Certaines semaines, il se levait 2 heures plus tôt que d'habitude pour préparer le petit déjeuner pour eux deux. Car après la 2e semaine, il avait invité Maria et sa fille dans l'aile est de la maison. Et après la 3e semaine, ils avaient cessé de parler de l'invitation, comme si elle avait une date de fin. Un samedi après-midi pluvieux, Alessandro était assis en tailleur sur le sol du grand salon. Une pièce si grande qu'elle avalait habituellement les voix. Il aidait Sofia à construire un fort avec des chaises de salle à manger et des draps. « Tu as mal fait », l'informa gravement Sofia, tenant 2 coins d'un drap dans ses petits poings. « La couverture va sur la chaise, pas en dessous. »« Mes excuses, princesse », répondit Alejandro. Et il ajusta le drap avec le même soin qu'il avait autrefois utilisé pour signer un contrat d'expédition de 30 millions de dollars. « Est-ce que c'est correct? »« Oui. »« Viens à l'intérieur. C'est notre maison maintenant. » Alessandro a plié sa grande silhouette dans la petite ouverture sous le drap. Depuis le seuil du salon, Maria se tenait avec un panier à linge dans les bras et ne bougeait pas. Elle pensait à Miguel. Miguel, qui s'était assis par terre et avait laissé Sofia l'escalader comme un jeu d'enfant. À l'époque où les bras, le temps et les battements de cœur étaient encore des choses qu'ils avaient. Elle ne s'est pas permis de pleurer, mais elle n'a pas quitté le seuil non plus. Sofia s'est endormie à l'intérieur du fort de couverture après une demi-heure de jeu. Alessandro est sorti avec précaution, un membre à la fois, et s'est levé.
Il a marché avec Maria jusqu'à la véranda arrière qui donnait sur la roseraie. La pluie s'était adoucie en une brume. La voix d'Alejandro, quand il a parlé, était si basse qu'elle a dû pencher la tête pour l'entendre. Il y a une chambre au 3e étage. Personne n'y est entré depuis 3 ans. Je l'ai gardée ainsi parce que je ne voulais pas oublier. Mais je commence à avoir peur de m'être accroché à la mauvaise chose pour me souvenir. Maria n'a pas demandé à qui appartenait la chambre. Elle a simplement pris sa main. Cette nuit-là, de retour dans sa propre chambre dans l'aile Est, elle est restée assise longtemps sur le bord de son lit. La petite boîte en bois était ouverte sur ses genoux. Elle a tendu la main à l'intérieur. Elle a touché la chaîne en argent. Elle a retiré sa main. Puis elle a de nouveau tendu la main. Lundi matin, Maria se tenait à la porte du bureau d'Alejandro. La même pièce où Sofia était entrée le premier jour. La même table en noyer. Le même tissu de velours maintenant nettoyé et plié dans un tiroir. Dans ses mains, elle tenait la petite boîte en bois qu'elle avait portée au fond de sa valise pendant 3 ans. Alessandro lisait un document. Il a levé la tête au son de ses pas et a cligné des yeux, légèrement surpris. Elle n'était jamais venue dans cette pièce sans y être appelée. Elle est entrée. Elle n'a pas parlé avant d'avoir atteint le bureau. Elle a posé la petite boîte en bois sur le noyer poli, à l'endroit exact où Sofia avait autrefois posé un crayon violet parmi une dispersion d'hommes en costume sombre. « Je dois vous montrer quelque chose », a-t-elle dit, avant que je ne puisse rester silencieuse un jour de plus. Alejandro a regardé la boîte, puis son visage, puis de nouveau la boîte. Il a soulevé le couvercle. À l'intérieur, sur un petit carré de velours plié, reposait une fine chaîne en argent. Son pendentif était une lettre I bouclée. Tout le sang a quitté son visage. Il s'est levé si vite que la chaise en cuir a basculé en arrière. Elle a heurté le sol en marbre avec un son sourd, qu'aucun d'eux n'a enregistré. D'où vient ceci? Sa voix n'était plus celle d'un signor. C'était la voix d'un homme de 38 ans debout devant quelque chose qu'il ne s'était pas permis d'espérer depuis 3 ans. Isabella me l'a donné. Avant de mourir, Alejandro n'a pas bougé. Elle est morte. Maria a commencé à parler lentement, une phrase à la fois. Ses doigts étaient pressés à plat contre la surface du bureau pour les empêcher de trembler. Elle et Isabella avaient grandi dans le même quartier à Puebla, au Mexique. Elles étaient amies depuis l'école primaire. Elles avaient traversé la frontière vers New York la même année, à 1 mois d'intervalle. Il y a 3 ans, une nuit de tempête, Isabella était apparue à l'appartement de Maria, au-dessus de la laverie. La pluie tombait de côté. Isabella était enceinte de 8 mois, pâle, trempée. Elle tenait une main contre son ventre comme s'il pouvait se détacher. Isabella avait dit qu'elle avait aimé un homme qu'elle croyait être un cadre en import-export. Elle avait dit qu'elle avait découvert ce qu'il était vraiment. Elle avait refusé de le nommer. Elle avait seulement dit qu'elle ne pouvait pas élever son enfant dans le monde de cet homme. Elle l'avait quitté sans lui dire qu'elle portait sa fille. Elle avait commencé le travail cette même nuit. Maria l'avait accompagnée dans l'ambulance jusqu'aux urgences de St. Mary. Isabella était morte d'une hémorragie à 3 heures du matin. Dans les instants avant que ses yeux ne se ferment pour la dernière fois, elle avait pressé dans les mains de Maria le collier, la boîte en bois, une enveloppe scellée et un seul nom, Sofia. Alessandro ne s'est pas assis. Il est resté debout, une main appuyée sur le bord du bureau. Ses yeux étaient fixés sur la chaîne en argent. Pendant 3 ans, il avait cherché Isabella. Pendant 3 ans, il avait payé des détectives privés qui revenaient sans rien. Pendant 3 ans, il avait marché lors de nuits blanches à travers tous les quartiers latinos des 5 arrondissements. Et pendant ces 3 années, sans le savoir, elle avait été à 17 kilomètres de lui. Dans une tempête, seule. Maria a mis la main dans son manteau. Elle a posé un deuxième objet sur le bureau entre eux. Une enveloppe jaunie, ses bords cassants avec l'âge, son sceau intact. Isabella m'a dit, a-t-elle dit, de donner cette lettre au père de l'enfant, seulement s'il se montrait un jour digne d'en être un. Je suis restée silencieuse pendant 3 ans, parce que je n'osais pas croire qu'un chef de la mafia pouvait être cet homme. Mais l'homme qui était assis dans un fort de couverture samedi dernier n'était pas un signor. Alors aujourd'hui, je vous la donne. Alejandro a tendu la main vers l'enveloppe. Une main qui avait appuyé sur une gâchette plus de fois qu'il ne pouvait en compter. La main tremblait. Alejandro n'a pas ouvert l'enveloppe tout de suite. Il a demandé à Maria de s'asseoir. Il a ramassé la chaise en cuir qui était tombée sur le marbre et l'a redressée pour elle. Il s'est dirigé vers le buffet, a versé un verre d'eau et l'a posé devant elle. Il n'en a pas versé pour lui-même.
Puis il a tourné le dos à la pièce et s'est tenu face à la grande fenêtre qui donnait sur la roseraie. De la manière dont un homme se tient quand il a besoin d'un mur derrière lui pour ne pas s'effondrer. Il a pris le petit coupe-papier en laiton de son bureau. Il l'a glissé sous le bord jauni de l'enveloppe avec le soin d'un chirurgien. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée en trois. L'écriture penchait doucement vers la droite. Il l'a reconnue avant même d'en avoir lu un mot. Il l'avait vue sur des notes collées à la porte d'un réfrigérateur dans un petit appartement il y a 3 ans. Il avait vu le I majuscule, celui qui se courbait en bas exactement comme le pendentif en argent. Il a lu « Alejandro, je ne t'ai pas quitté parce que j'ai cessé de t'aimer. Le jour où j'ai découvert qui tu étais, j'ai pris le métro pendant 6 heures sur 3 lignes différentes, cherchant une seule raison de rester. Je n'en ai pas trouvé. Pas parce que j'avais peur de toi, mais parce que je ne pouvais pas élever notre enfant dans un monde où il y a des armes sous les tables et du sang sur les chemises d'un père. J'avais l'intention de te la cacher pour toujours. J'avais l'intention que tu ne le saches jamais. Mais ce soir, je souffre. Le médecin m'a dit que je pourrais ne pas survivre. Si je ne survis pas, si un jour tu rencontres notre enfant par les mains de Maria, je te demande seulement de te poser une question. L'homme que tu es maintenant, est-il digne de la ramener à la maison? Si la réponse est oui, dis-lui que sa mère a aimé son père jusqu'à son tout dernier souffle, y compris celui de ce soir dans la tempête. Si la réponse est non, laisse-la avec Maria. Ne viens pas la chercher. Pour l'amour de ce que tu as ressenti pour moi, ne lui enlève pas l'avenir qu'elle a encore. Elle s'appelle Sofia. Elle a tes yeux, Isabella. Alejandro a lu la dernière ligne, puis il l'a relue. Puis il l'a lu une 3e fois. À la 3e lecture, le papier dans sa main a tremblé. Il a posé la lettre à plat sur le bureau. Il a contourné la chaise en cuir que Maria avait redressée pour lui, et il s'est assis. Il a porté ses 2 mains à son visage pour le couvrir. Il n'a pas pleuré à voix haute. Seules ses épaules bougeaient. Maria n'a rien dit. Elle est simplement restée assise de l'autre côté du bureau. Elle a laissé sa propre main ouverte sur le bois. Sans le toucher, sans tendre la main, seulement présente. Pendant 3 ans, elle avait gardé ce secret seule. Elle ne le gardait plus seule. Après un long moment, 10 minutes, peut-être 20, aucun d'eux n'aurait pu le dire, Alejandro a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix, quand elle est venue, était revenue à quelque chose de froid et de précis. C'était la voix d'un signor, sur le point de donner une instruction qui ne pouvait pas être mal comprise. Je dois appeler le docteur Enrico Falcone en privé. Personne dans cette maison ne doit savoir. Pas Marco. Surtout pas Marco. Les sourcils de Maria se sont froncés à ces 2 derniers mots. Elle n'a pas posé de questions. Elle a seulement hoché la tête. Comment prélèverez-vous l'échantillon sans que Sofia ne le sache? Il a réfléchi une seconde. Falcone traite les enfants. Il prétendra lui faire un examen de routine. Il jouera au jeu où l'enfant ouvre la bouche comme un hippopotame. Sofia rira. Maria a souri faiblement à travers ses larmes. Elle adore ce jeu. Alessandro a tendu la main sur le bureau et a pris la chaîne en argent. Il l'a tenue dans la paume de sa main pendant un long moment. Il sentait son poids, le poids de 3 années de recherche. Le poids d'une nuit de tempête où il n'était pas. Le poids d'une fille dont il ne savait pas qu'elle respirait. Puis il a fermé la petite boîte en bois et l'a placée dans le tiroir supérieur du bureau. Il a tourné la petite clé en laiton. Il l'a retirée. Seul lui la détiendrait. 48 heures, a-t-il dit. Ensuite, nous saurons. Le docteur Enrico Falcone est arrivé au domaine après la tombée de la nuit. Il avait 60 ans. Ses cheveux étaient devenus blancs une décennie auparavant. Ses yeux étaient ceux d'un homme qui avait appris en 25 ans de service discret pour la famille Moretti. Il savait exactement quelles questions poser et lesquelles avaler. Il soignait les blessures par balle pour Alessandro. Il les soignait pour le père d'Alejandro avant lui. Il avait accouché la femme de Marco d'un fils sur la banquette arrière d'une ambulance pendant un blizzard de janvier. Il n'avait jamais rien écrit de tout cela. Il n'a pas demandé pourquoi il avait été convoqué ce soir. Il a seulement écouté. Il a pris le prélèvement de la joue d'Alessandro dans le bureau. Il l'a scellé dans une enveloppe blanche unie et l'a glissé dans la poche intérieure de son manteau. Puis il est descendu à la cuisine, où Sofia était assise sur un tabouret au comptoir. Elle mangeait des macaronis au fromage avec Rosa, la cuisinière. Il les a saluées toutes les deux, avec la chaleur facile d'un homme qui avait visité cette maison une centaine de fois. Je suis venu faire un bilan de santé générale à cette jeune demoiselle. Connais-tu le jeu où tu ouvres la bouche comme un hippopotame? Sofia a ri,
et a ouvert la bouche aussi grand qu'elle le pouvait. Falcone a passé un coton-tige à l'intérieur de sa joue pendant 3 secondes. Le coton est allé dans une deuxième enveloppe blanche. Sofia n'a jamais rien remarqué. Rosa n'a jamais rien remarqué. Alice, qui passait avec des serviettes propres, n'a jamais rien remarqué. Marco Ricci, qui était dans un hôtel de Manhattan, en réunion avec 2 lieutenants de la famille genevaise, n'a rien remarqué. 48 heures à attendre. Alejandro n'a pas dormi. Il est resté assis dans son bureau chaque nuit. La chaîne en argent, avec son i bouclé, reposait sur le bureau à côté du petit crayon violet que Sofia avait laissé dans cette pièce le premier jour. Le crayon qu'il avait ramassé et enfermé dans un tiroir, puis sorti, puis de nouveau enfermé une douzaine de fois. Il a placé les 2 objets côte à côte maintenant et les a regardés comme s'ils étaient 2 réponses à la même question. La deuxième nuit, il a ouvert la porte du 3e étage, la chambre qu'il avait fermée à clé il y a 3 ans. À l'intérieur se trouvait le berceau qu'il avait choisi, le fauteuil à bascule, les paquets emballés qu'il n'avait jamais donnés. Il avait tout acheté pour un enfant dont il n'avait jamais osé être certain de l'existence. Il s'est assis dans le fauteuil à bascule dans le noir, la chaîne en argent fermée dans son poing. Il n'a pas pleuré, il a seulement attendu. Le soir du 2e jour, le docteur Falcone est revenu. Il a posé une enveloppe brune unie sur le bureau en noyer. « Signore, je vous conseille de lire ceci seul. » Alejandro l'a remercié. Falcone s'est retiré. La porte du bureau s'est refermée avec un petit clic respectueux. Alejandro a déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Dessus, une seule ligne. Probabilité de paternité, 99,9997%. Il ne s'est pas levé, il n'a pas crié, il n'a pas frappé le bureau. Il a posé la feuille de papier avec soin, alignée sur le bord du noyer, comme s'il posait quelque chose d'inexprimablement précieux. Puis il a baissé son visage dans ses 2 mains. Et pour la première fois depuis plus d'années qu'il ne pouvait s'en souvenir, le plus puissant seigneur de New York, l'homme qui n'avait jamais permis à personne de vivant de le voir pleurer, a pleuré à voix haute. Pas la petite larme contrôlée d'une salle de conseil. Le son étranglé et rauque d'un homme qui vient d'apprendre qu'il a manqué les 3 premières années de la vie de sa fille, et qu'il ne peut les racheter à aucun prix. Il a pleuré pour Isabella, seule dans une tempête. Il a pleuré pour Sofia, qui a passé 3 ans sans père. Il a pleuré pour lui-même, pour avoir été à la tête d'une table en noyer à donner des ordres d'exécution, pendant que son propre enfant apprenait à marcher dans un appartement au-dessus d'une laverie. Plus tard cette nuit-là, il est entré dans la chambre de Sofia, dans l'aile est. Elle dormait sur le côté, un bras enroulé autour de son ours en peluche. Ses cheveux étaient un doux enchevêtrement, sa bouche légèrement ouverte. Il s'est agenouillé à côté du lit, en faisant attention de ne pas bouger le matelas. Il a pressé le baiser le plus doux qu'il ait jamais donné à quiconque contre son front. « Papa est désolé d'être arrivé en retard », a-t-il chuchoté. Dans le couloir, une silhouette s'est arrêtée dans l'ombre de l'intérieur du XVIIIe siècle encadré au mur. Marco Ricci avait entendu. Il n'a pas bougé pendant une autre demi-minute. Puis, silencieusement, il s'est retourné et a marché vers l'escalier, son poing se serrant à son côté. Le lendemain matin, Alessandro a appelé Maria dans le bureau, avant que Sofia ne soit réveillée. Le ciel dehors était encore du gris pâle de l'aube. Il n'avait pas dormi. Elle pouvait le voir sur son visage, mais elle pouvait aussi y voir autre chose. Quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Le calme. Un calme qui venait d'un homme qui avait passé toute la nuit à prendre une décision qu'il allait tenir. « Maria, a-t-il dit, j'ai fait mon choix. Je souhaite reconnaître officiellement Sofia comme ma fille, comme l'unique héritière de la famille Moretti. » La gorge de Maria s'est nouée. Elle a posé la seule question qui comptait. « Et votre monde, qu'en est-il » Alejandro a répondu comme s'il avait répété chaque mot à travers chaque heure sombre de la nuit précédente. « Je me retirerai de toutes les branches illégales de cette famille d'ici 2 ans. Je céderai une partie des territoires aux familles alliées. Je transférerai tous les actifs que je contrôle dans des holdings propres. Expédition, entreposage, immobilier. Elle ne grandira pas comme j'ai grandi. Je ne la laisserai pas tenir un pistolet à 13 ans comme je l'ai fait. » Maria n'a pas essayé de cacher ses larmes. Elle les a laissées couler. Puis Alessandro a posé la question qu'il portait depuis plus longtemps. « Resterez-vous, pas comme gouvernante, comme la femme qui l'élève avec moi. Isabella vous a choisi. Ma fille a déjà eu 3 ans de sa vie avec vous.
et je n'ai pas le droit de vous enlever cela à aucune de vous deux. Je demande seulement la permission d'être présente. Maria ne pouvait pas faire confiance à sa voix. Elle a seulement hoché la tête. Cet après-midi-là, Alejandro a appelé Marco Ricci dans le bureau. Il n'a pas dit à Marco que Sofia était son sang. Il lui a seulement dit qu'il avait décidé d'adopter formellement l'enfant et qu'il souhaitait organiser une véritable fête de bienvenue. Pas une affaire de famille, une vraie célébration. Des ballons, un gâteau, un petit groupe, d'autres enfants du quartier où Sofia avait passé ses 3 premières années. Marco a baissé la tête avec exactement la bonne dose d'enthousiasme. Il a même offert une suggestion de sa part. « Signor, permettez-moi, invitez aussi les maisons alliées. Colombo, Genovese, Lucchese. Présentez formellement la nouvelle héritière Moretti devant le Conseil des 5. Cela lui accordera la protection de chaque famille de la ville. » Alejandro a hésité une demi-seconde. Il a regardé Marco. Les yeux de Marco étaient aussi sincères qu'ils l'avaient toujours été. Il a hoché la tête. Il ne savait pas à ce moment-là qu'il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Marco a quitté le bureau. Dans le couloir, il a sorti un téléphone de sa poche intérieure. Le deuxième téléphone, celui qui n'était pas utilisé pour les affaires de la famille. Et il a composé un numéro. Après-demain, la fête. Toutes les familles seront présentes. L'enfant sera là. Vous savez quoi faire. La ligne est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis une voix rauque a répondu. La voix de Don Salvatore Bianchi. Alors, le jour arrive enfin. 10 ans, Marco. Êtes-vous certain? J'ai attendu 10 ans. Rien n'a jamais été plus certain que cela. Cet après-midi-là, Alejandro a pris la main de Sofia. Il l'a emmenée dans la cour derrière le domaine, jusqu'à la balançoire fraîchement peinte en jaune. Les chaînes étaient huilées. 2 nouveaux casques de sécurité pendaient du cadre à côté. Sofia a grimpé sur le siège en bois toute seule. Elle était devenue plus forte depuis la première poussée. Il l'a poussée doucement, puis plus fort, puis encore plus fort. Plus haut, a-t-elle crié, en riant, en donnant des coups de pied vers le ciel. Plus haut. Alejandro s'est figé. Sofia ne savait pas qu'elle venait de l'appeler quelque chose pour la première fois. Elle criait déjà pour être poussée plus haut. Un petit éclair jaune décrivant un arc contre le ciel d'automne. Mais Maria se tenait sur la marche en pierre de la véranda, et ses 2 mains étaient venues couvrir sa bouche. La rumeur s'est répandue rapidement dans le monde de la pègre de New York. Alejandro Moretti avait un héritier, une fille, une faiblesse. Dans un petit restaurant italien de Bensonhurst à Brooklyn, le genre d'endroit dont la vitrine ne ressemblait à rien du tout, mais dont la porte arrière donnait sur une cave à vin que le FBI n'avait pas réussi à localiser depuis 15 ans. Don Salvatore Bianchi était assis à la dernière table de la salle. 60 ans, les yeux d'un poisson mort. Sa main droite manquait de l'index et du majeur, à cause d'une purge de nombreuses années auparavant. Devant lui, un verre de vin rouge et une assiette de carbonara qu'il n'avait pas touché. De l'autre côté de la table était assis un homme dans un long manteau gris. Son visage était caché dans l'ombre de la lampe basse. « Que voulez-vous que je fasse ?» Bianchi a ri doucement. Le son était sec, le son de pierre qu'on entrechoque. « Non, Marco! Que voulez-vous faire? C'est vous qui m'avez apporté ça. C'est vous qui avez attendu 10 ans. Je ne suis que l'instrument. » L'homme au long manteau a tendu la main dans la lumière pour soulever son verre de vin. Sur son index se trouvait une lourde bague en argent, gravée d'une seule lettre M, le blason de la famille Moretti. Après-demain, la fête de bienvenue. Toutes les familles alliées seront là. Sofia sera dans la salle de jeu du 2e étage. Je garantirai qu'Alejandro quitte la maison pendant au moins 10 minutes. Il a une dernière réunion avec son avocat pour signer les papiers d'adoption. Où la garderez-vous? Entrepôt 27 au quai de Red Hook. L'avez-vous inspecté? Inspecté. 4 de mes tireurs sont déjà en position. La caméra est installée. La vidéo de rançon doit être tournée avec retenue. Alejandro verra à travers tout ce qui est exagéré. Sofia en pleurs suffira. Ne mettez pas la main sur l'enfant. Bianchi a haussé un sourcil. Vous ressentez encore quelque chose pour la petite? Marco est resté silencieux une demi-seconde de trop. Non. Je préfère seulement ne pas laisser de preuves médico-légales. Bianchi l'a regardé dans les yeux par-dessus le verre de vin pendant un long moment. Puis il a posé le verre et est retourné à sa carbonara froide sans un autre mot. Coupé, au domaine Moretti. Marco Ricci souriait en dirigeant les décorateurs de la fête. Des ballons en forme d'éléphant se balançaient au-dessus.
Des guirlandes de petites lumières étaient installées le long de la salle de bal. Rosa avait commencé à mélanger le glaçage dans la cuisine. Jeppe accrochait des couronnes de roses jaunes le long de la véranda. Sofia courait à travers la pièce dans sa vieille robe jaune. Elle avait refusé de garder la nouvelle robe pour demain, et Maria avait cédé. Un crayon violet était serré dans son poing. Elle a atteint Marco et a tiré sur la jambe de son pantalon. « Uncle Marco, peux-tu m'aider à accrocher l'éléphant plus haut? Papa a dit qu'il doit être plus haut que ma tête. » Marco s'est accroupi à son niveau. Il a souri. Il a lissé les cheveux emmêlés de son front avec une douceur qui aurait semblé, à tout observateur qui ne savait pas, entièrement comme de l'affection. « Demain sera un jour très spécial pour toi, Principessa, » a-t-il dit. Sofia a hoché la tête, lui faisant confiance comme elle faisait confiance à chaque adulte dans cette maison. Elle est partie en courant. Marco s'est levé. Le sourire est mort avant qu'il n'ait fini de se relever. Ses yeux ont suivi la robe jaune jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin du couloir. Et ils sont restés sur ce coin un instant de plus qu'un homme regardant un enfant heureux ne devrait le faire. Alice passait derrière lui, portant un plateau de roses jaunes vers la salle de bal. Elle a jeté un coup d'œil à Marco en passant. 68 ans. Elle avait parcouru ces sols 10 ans avant que Marco Ricci n'ait jamais franchi la porte d'entrée. Et elle ne faisait confiance à aucun homme qui pouvait caresser les cheveux d'un enfant sans sourire avec ses yeux. Le matin de la fête, le domaine était réveillé depuis 5 heures. Rosa avait préparé 4 gâteaux à la vanille. Jeppe se déplaçait dans les couloirs avec des paniers de roses jaunes, les glissant dans chaque entrée. Dans la chambre de l'aile est, Maria a habillé Sofia de la nouvelle robe jaune. Celle qu'elle avait achetée avec 2 semaines du petit bonus de salaire d'Alejandro dans une petite boutique de Little Italy. La robe avait de la dentelle blanche au col et 2 petits rubans à chaque épaule. Sofia a tourné lentement sur elle-même devant le miroir, ses couettes de travers s'envolant. « Est-ce que je peux manger beaucoup de glace aujourd'hui, maman ?» Maria a ri et a attaché une petite pince en forme d'éléphant dans les cheveux de l'enfant. « Ton papa te laissera en manger autant que tu veux. » C'était la première fois que Maria utilisait le mot « papa » devant sa fille. Toutes les deux se sont figées, se regardant dans le miroir. Puis toutes les deux ont éclaté de rire au même instant. Sofia n'a pas posé de questions. Elle a seulement couru pour trouver son crayon violet préféré. À 9 heures du matin, Alessandro est descendu dans un costume gris doux. Pas le gris acier qu'elle avait l'habitude de le voir porter. Il s'est penché, a embrassé Sofia sur le front et a ajusté le ruban à son épaule avec le sérieux d'un homme effectuant une chirurgie. « J'ai une dernière réunion avec Terence, l'avocat », a-t-il dit à Maria. « Les amendements au testament et les papiers d'adoption officiels. 2 heures. Je serai de retour avant l'arrivée des invités à midi. » Il s'est penché et a embrassé Maria sur la joue. Le premier geste de ce genre qu'il s'était jamais permis devant le personnel. Alice, qui passait dans le couloir, a fait semblant de ne pas l'avoir vu. Elle a souri pour elle-même. Alejandro est parti. Maria a emmené Sofia à la salle de jeu du 2e étage. La pièce qu'Alessandro avait remplie de nouveaux jouets au cours des 3 dernières semaines. Elle s'est accroupie à la hauteur de sa fille. « Joue ici un moment, mon amour. Maman va vérifier les tables et revient tout de suite te chercher. » Sofia a hoché la tête. Elle s'est assise à la petite table à dessin et a pris son crayon violet et une feuille de papier fraîche. Elle a commencé à dessiner un éléphant. Maria a fermé la porte derrière elle et est descendue. Elle a vérifié les gâteaux. Elle a goûté la vinaigrette. Elle a rappelé à Rosa l'ordre dans lequel les plats devaient sortir. 10 minutes. Elle a remonté les escaliers jusqu'au 2e étage. Elle a ouvert la porte de la salle de jeu. La pièce était vide. Le crayon violet gisait sur le plancher en bois. La feuille de papier fraîche sur la table à dessin montrait le début d'une tête d'éléphant, sa trompe pas encore terminée. La petite pince en forme d'éléphant était tombée à côté du pied de la table. Pas de Sofia, pas de son. La fenêtre de la salle de jeu était grande ouverte, la fenêtre qui donnait sur le petit balcon qui à son tour était reliée au toit de la dépendance derrière la maison. Maria a crié le nom de sa fille. Elle l'a crié jusqu'à ce que sa voix se déchire. Elle a couru de pièce en pièce au 2e étage, ouvrant chaque porte, frappant au quartier du personnel. Rosa est montée en courant de la cuisine. Jeppe est entré en courant du jardin. Alice, 68 ans, la plus lente, a été la seule à ne pas crier. Elle n'a pas couru à la chambre de Sofia. Elle n'a pas couru pour fouiller le terrain. Elle a marché rapidement et directement vers les quartiers privés de Marco Ricci à l'extrémité du couloir ouest. La pièce était vide.
La valise de Marco était toujours sur le porte-bagages. Mais le deuxième téléphone, le noir qu'elle avait vu caché 2 fois dans le tiroir supérieur de la table de chevet pendant qu'elle époussetait, avait disparu. À ce moment précis, le téléphone d'Alejandro a vibré sur la banquette arrière du VUS. Il a regardé l'écran. Un expéditeur inconnu. Pas de nom, pas de texte, seulement un fichier vidéo. Il l'a ouvert. Il a regardé pendant 4 secondes. Il a fait signe à Vincenzo de faire demi-tour. Immédiatement, Alessandro a atteint la grille d'entrée du domaine en 15 minutes. Le trajet aurait dû en prendre 45. Vincenzo avait grillé 4 feux rouges et n'avait pas prononcé un seul mot depuis que son signor lui avait dit de faire demi-tour. Maria se tenait dans le hall en marbre quand la porte s'est ouverte. Son visage était exsangue. Ses genoux tremblaient si violemment que Rosa la tenait debout avec un bras. Elle ne pouvait pas former de mots. Elle a seulement tendu le téléphone. Alessandro le lui a pris. Il n'a pas rouvert la vidéo. Il l'avait regardée dans la voiture. Il a simplement repassé l'écran pour qu'elle puisse voir ce qui avait été envoyé. Sa main ne tremblait pas. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que Maria n'avait jamais vu auparavant. Et c'était assez froid pour qu'Alice, debout à 3 mètres de là, recule d'un demi-pas sans le vouloir. La vidéo durait 23 secondes. Un entrepôt sombre, une faible lumière d'une seule ampoule suspendue à une chaîne. Sofia assise sur une chaise en bois, ses petits poignets liés derrière son dos. Sa bouche était couverte d'une bande de ruban adhésif gris. La nouvelle robe jaune était maculée d'huile et de graisse. Les 2 couettes s'étaient défaites. Elle pleurait sans bruit. Ses yeux bruns fixaient directement l'objectif de la caméra. Les yeux d'Isabella. Une voix déformée numériquement a coupé dans le cadre. « Signor, vous avez 36 heures. Vous céderez l'ensemble de vos possessions de Brooklyn et du Queens et les quais de Red Hook à la famille Bianchi. Vous annoncerez formellement la dissolution de l'organisation Moretti devant le Conseil des 5. Une fois cela fait, vous récupérerez votre fille. Si vous envoyez un seul homme armé, nous vous enverrons une couette, puis un doigt, puis le reste. Si vous contactez la police, la même chose. 36 heures à partir du moment où vous avez reçu cette vidéo. La vidéo s'est terminée. Alejandro a posé le téléphone sur la console en marbre dans le hall, avec soin, bien droit, de la manière dont un homme pose une bombe dont la mèche a été allumée. Puis il a élevé la voix seulement légèrement. « Amenez-moi Marco Ricci. » Marco est apparu dans le hall en moins de 5 minutes. Ses yeux étaient rouges. Sa voix était tendue avec le chagrin approprié. Ses mains tremblaient de la bonne quantité. « Signor, je l'ai appris de Rosa. Mon Dieu, nous devons tous céder immédiatement. Rien ne vaut plus que l'enfant. Laissez-moi aller voir Bianchi moi-même. Je le connais. Je peux lui parler. » Alejandro l'a regardé pendant un très long moment, assez longtemps pour que Marco doive déglutir. Puis Alejandro a parlé, et sa voix était étrangement, troublante calme. « Rentre chez toi. Fais une valise. Dans 30 minutes, nous nous retrouvons au sous-sol. J'ai besoin de toi. » Marco a baissé la tête. Il a dit « Oui, signor. » Il s'est tourné vers la porte et sur le seuil, il s'est retourné une dernière fois. « Signor, du fond du cœur, je suis désolé pour vous. Cet enfant est la meilleure chose qui soit arrivée à notre famille depuis des années. Je ferai n'importe quoi. » Alessandro a seulement hoché la tête. Marco est parti. La porte s'est refermée derrière lui. Alejandro s'est tourné vers Maria. Sa voix était basse, mais il n'y avait plus rien de chaleureux en elle. Bianchi ne laissera pas Sofia vivre. Pas même si je lui donne tout New York. C'est un piège. Mais Bianchi n'est pas l'homme qui l'a tendu. Bianchi n'est pas assez malin pour avoir choisi le jour exact, la pièce exacte, les 10 minutes exactes où Sofia serait seule. Seul quelqu'un à l'intérieur de cette maison sait que la fenêtre de la salle de jeu du 2e étage donne sur le toit de la dépendance. Un seul homme dans cette organisation connaît assez bien Bianchi pour faire une alliance avec lui, et sait que les papiers d'adoption devaient être signés aujourd'hui. Maria n'a pas posé de questions. Elle avait déjà compris. Elle a seulement chuchoté le nom, Marco. Alejandro a hoché la tête une fois. Nous avons 36 heures sur la vidéo. Nous en avons en vérité 8. Après 8 heures, quand il réalisera que je ne me prépare pas à céder les territoires, il ordonnera de tuer Sofia avant que je puisse atteindre l'entrepôt. Nous devons être à Red Hook avant l'aube. Et Marco ne doit pas savoir quand nous partons, par quelle route ou avec combien d'hommes. Il a élevé la voix. Alice, elle est venue en courant.
Une course qu'elle n'avait pas faite en 15 ans. Alice, quand Marco descendra au sous-sol, j'ai besoin que tu entres dans ses quartiers privés et que tu prennes son deuxième téléphone. Peux-tu faire ça? Alice, 68 ans, a redressé son dos pour la première fois en 20 ans. Signor, j'ai attendu 20 ans qu'on me demande de faire quelque chose qui comptait. Le sous-sol du domaine était une pièce sans fenêtre. Des murs en béton, une seule lumière basse, suspendue au-dessus d'une longue table en métal au centre. C'était la salle tactique de la famille Moretti. Tous les hommes qui portaient le blason Moretti n'avaient jamais été autorisés à y entrer. Marco y était entré une centaine de fois. Marco n'était pas là ce soir. Alejandro avait convoqué 8 hommes. Ces 8 hommes. Ceux qu'il avait personnellement choisis 20 ans plus tôt, avant même que Marco n'ait franchi la porte d'entrée. Aucun d'eux n'avait été placé dans cette pièce sur la recommandation de Marco. Marco, à ce moment-là, était assis dans le bureau du rez-de-chaussée. Il était chargé d'ouvrir les négociations avec Bianchi par téléphone. Une mission fabriquée dans un seul but, le tenir éloigné de sa propre chambre aussi longtemps qu'Alice en avait besoin. Alejandro a déroulé un schéma de l'entrepôt 27 au quai de Red Hook sur la table en métal. Il a parlé pendant 8 minutes, pas une phrase de plus que nécessaire. La seule approche était une ruelle étroite entre 2 bâtiments de fret abandonnés, avec 4 positions de tireurs d'élite idéales, la surplombant. Le mur ouest était en vieux béton coulé, assez fin pour être percé, avec 4 briques de C4. Ce qui ouvrirait une route secondaire à travers un rideau de fumée. 3 axes d'assaut. L'équipe d'Enzo ferait sauter le mur ouest et générerait la fumée. L'équipe de Lorenzo scellerait la sortie est et prendrait des positions de tireurs d'élite avec des fusils à silencieux. Alejandro et 4 hommes restants entreraient par la porte principale. Aucune voiture ne devait quitter le domaine avant 4 heures du matin. Aucun homme dans cette pièce ne devait passer un appel téléphonique. Aucun homme ne devait envoyer de texto. Aucun homme ne devait quitter cette pièce. Si Marco demandait ce qui était décidé, on devait lui dire que le signor envisageait la cession des territoires. 8 têtes ont hoché. Personne n'a posé de questions. À ce moment-là, la porte de la salle tactique s'est ouverte. Maria est entrée. Les 8 hommes étaient debout avant même d'avoir pris la décision de se lever. Pas parce qu'elle était la femme de la maison, mais parce qu'il y avait un revolver dans sa main. Elle a posé le revolver sur la table en métal à côté du schéma. Signor Moretti, il y a 3 ans, Isabella a placé ma fille dans mes bras et m'a dit de la garder de ma vie. Je l'ai gardée pendant 3 ans. Je ne reste pas dehors ce soir. Alessandro a baissé les yeux sur le pistolet. Un vieux Colt Detective Special a barillé. Il l'a reconnu tout de suite. C'était l'arme de Miguel, l'arme de l'ouvrier du bâtiment, qui était mort d'une crise cardiaque 8 mois plus tôt, à l'âge de 34 ans. Il a levé les yeux vers Maria. Elle n'a pas baissé les siens. Avez-vous déjà tiré avec une arme? Miguel m'a appris. Tous les dimanches dans un stand de tir dans le New Jersey pendant 2 ans. Je ne suis pas bonne, mais je peux atteindre une cible à 5 mètres. Alessandro a soulevé le Colt, a vérifié le barillet. Une balle dans la chambre. Il s'est tourné vers l'armoire à armes et l'a ouverte. De l'étagère inférieure, il a pris un Glock 26. Petit dans la poignée, compact, facile à tirer, et une boîte de 15 cartouches. Il a mis les 2 dans les mains de Maria. Derrière moi, à 3 pas. Vous ne quittez pas ces 3 pas. Maria a hoché la tête. 3h45 du matin. La porte de la salle tactique s'est ouverte et Alice est entrée. Elle portait quelque chose enveloppé dans un torchon. Elle a déballé un téléphone portable noir et l'a mis dans la main d'Alejandro. Le téléphone de Marco. Alejandro l'a déverrouillé en utilisant le mot de passe qu'Alice avait aperçu 3 mois plus tôt, en époussetant le dessus de la table de chevet de Marco. Les 4 chiffres de l'année de naissance de Marco. L'historique des appels s'est ouvert. 12 appels sortant vers Don Salvatore Bianchi au cours des 2 dernières semaines. Le fil de messages s'est ouvert. Une seule ligne envoyée à 8 heures la veille au soir. Demain, enfant dans la salle de jeu du 2e étage, fenêtre est. 36 heures sur la vidéo, 8 heures en vérité. Après ça, finissant. Alejandro n'a pas ragé. Il n'a pas crié. Il n'a pas frappé la table. Il a simplement éteint le téléphone, l'a glissé dans la poche intérieure de son manteau et s'est dirigé vers les escaliers. Avant de quitter la maison, il s'est arrêté à la porte de la chambre de Sofia. Il a ramassé l'ours en peluche qu'elle avait laissé sur l'oreiller. Il l'a glissé dans son manteau, contre le côté gauche de sa poitrine, au-dessus de son cœur. Dehors, la première neige de la saison avait commencé à tomber. 4h20 du matin.
3 VUS noirs se sont arrêtés à 400 mètres de l'entrepôt 27, au quai de Red Hook. Ils étaient cachés derrière une rangée de conteneurs d'expédition empilés. La neige s'était accumulée le long des toits en tôle de chaque bâtiment de la cour. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de son humain. Il n'y avait que le clapotis de l'eau du port contre les pilotis. Et la corne lointaine et lugubre d'un cargo quelque part au-delà de la jetée. Enzo et 3 hommes du premier groupe se sont éclipsés vers l'ouest. 4 paquets de C4 déjà amorcés et scotchés à l'intérieur de leur veste. Lorenzo et le deuxième groupe se sont déplacés vers l'est pour sceller la sortie de la ruelle. Ils ont pris des positions de tireurs d'élite avec des fusils à silencieux, en équilibre sur les sommets froids des conteneurs. Alejandro, Maria et 3 des hommes restants ont avancé le long de l'approche principale. Alejandro marchait devant. Maria marchait exactement à 3 pas derrière lui. Les 2 mains fermées sur la crosse du Glock, comme Miguel le lui avait appris les dimanches matins dans un stand de tir du New Jersey. La neige tombait de côté sur son visage. 4h29. Enzo a appuyé sur le détonateur. Le mur ouest de l'entrepôt s'est effondré avec un bruit sourd et professionnel. Pas un spectacle, seulement une suppression contrôlée de béton. Un rideau de fumée grise s'est déroulé dans la cour. Des voix ont crié à l'intérieur. 4 des tireurs de Bianche ont couru du coin ouest vers l'explosion. Les fusils de Lorenzo en ont abattu 2 avant que leur corps n'ait fini de tomber. Alejandro et le 3e groupe ont foncé par la porte principale. Des coups de feu ont éclaté. Une ampoule suspendue a explosé. Il s'est déplacé à travers la fumée et les éclairs des canons. Il utilisait la mémoire musculaire d'un homme qui avait vécu dans des pièces sombres depuis l'âge de 13 ans. 3 des hommes de Bianche étaient au sol avant que Maria n'ait fini de recharger son premier chargeur. Elle l'a suivi à 3 pas en arrière, comme elle l'avait promis. Et elle n'a pas baissé les yeux sur ce qu'elle enjambait. Ils se sont enfoncés plus profondément dans l'entrepôt. Alejandro a entendu les petits pleurs étouffés avant de voir la porte. Ça venait de la chambre froide à l'extrémité du bâtiment. Une vieille baie réfrigérée avec une épaisse porte en acier. Il s'est pressé contre le mur à côté, a écouté, puis a ouvert la porte avec le côté de sa botte. À l'intérieur, sur une seule chaise en bois au milieu du sol, était assise Sofia. Ses poignets étaient liés derrière son dos. Une bande de ruban adhésif gris scellait sa bouche. Quand elle l'a vu, tout son corps s'est projeté en avant contre les cordes. Un son étouffé est sorti à travers le ruban. Des larmes coulaient sur ses 2 joues. Mais c'était un piège, à l'intérieur d'un piège. De l'ombre derrière la chaise de Sofia, Don Salvatore Bianche s'est avancé. 60 ans, un long manteau de fourrure noire drapé sur ses épaules. Dans sa bonne main se trouvait un Beretta de 9 mm. Et son canon était pressé contre la tempe de l'enfant. « Vous êtes exactement à l'heure, Signor Moretti. Posez le pistolet. Vous aussi, madame. Celle de derrière. » Alejandro a laissé son arme glisser de ses doigts. Elle a heurté le sol en métal avec un son plat et creux. Maria a baissé la sienne. Bianche a ri doucement. « Alors je rencontre enfin la fameuse fille. C'est une jolie enfant. Elle a les yeux de sa mère. Vous ne trouvez pas ?» Alejandro est resté très immobile pendant une demi-seconde. Parce que « elle a les yeux de sa mère » n'était pas quelque chose que Bianche aurait dû pouvoir dire. Seules 3 personnes au monde savaient que Sofia avait les yeux d'Isabella. Alejandro, Maria et une 3e personne qui avait lu une fois une lettre dans un tiroir fermé à clé d'un bureau. Une nuit où un père en deuil avait laissé le tiroir ouvert par erreur. Bianche a vu la réaction. Son sourire s'est élargi. Vous vous demandez comment je sais. Vous comprendrez dans un instant. Vous voyez, moi aussi j'ai été curieux. Comment avez-vous élevé une fille pendant 3 ans sans que personne ne le sache? La réponse est très simple. Vous ne l'avez pas fait. Quelqu'un d'autre l'a élevée pour vous. Et quelqu'un d'autre a attendu 10 ans que vous ayez quelque chose qui vaille la peine d'être pris. Les yeux de Bianche ont passé par-dessus l'épaule d'Alejandro. De la porte par laquelle ils étaient entrés, la porte qu'Alejandro et Maria venaient de franchir, une silhouette est entrée silencieusement dans la pièce. Le pistolet dans sa main n'avait pas de silencieux sur le canon. Alejandro n'a pas eu besoin de tourner la tête. Il a parlé sans colère, seulement avec une sorte de reconnaissance lasse. Marco, le bras droit de 10 ans, a souri. C'était un sourire qu'Alessandro n'avait jamais vu en 10 ans assis à côté de cet homme à chaque table en noyer. Ce n'était pas le sourire d'un lieutenant loyal. C'était le sourire d'un homme qui avait attendu très
très longtemps. Signor Moretti, a dit Marco. Sa voix était basse, moqueuse et froide. Mon frère aîné, l'homme pour qui j'ai pris 3 balles en 20 ans. Savez-vous quel pourcentage de cette organisation j'ai dirigé ces 5 dernières années? Alessandro n'a pas tourné la tête. Il a gardé les yeux sur Bianche et sur le canon du Beretta toujours pressé contre la tempe de Sofia. Sa main pendait lâche à son côté. 70%. Marco a répondu à sa propre question. 70. Vous n'étiez que le nom en haut. Le joli visage pour les journaux italiens. L'homme qui signait les transferts d'argent. C'est moi qui faisais le travail. La purge des Bonanno, il y a quelques années. Vous pensiez que c'était vous? C'était moi. Vincent Catrullo. Pas vous, moi. J'ai attendu. J'ai attendu le jour où vous feriez une erreur assez grosse pour me donner une raison. La respiration d'Alessandro n'a pas changé. Et Bianche? Bianche a ri derrière la chaise de Sofia. Un rire rauque et satisfait. Marco a répondu sans détourner le regard d'Alejandro. Bianche est une marionnette. Après ce soir, après votre mort, la mort de l'enfant et la mort de cette femme derrière vous, je lui mettrai ma propre balle et à chacun de ses lieutenants. Je prends les 2 familles. Le Conseil des 5 n'aura d'autre choix que de me reconnaître. C'est 10 ans de préparation. Ne le voyez-vous pas? Toutes ces réunions que vous avez présidées, avec moi debout à votre droite. Je n'étais pas là par loyauté. J'étais là pour compter. Comptant chaque jour jusqu'à ce que vous soyez faible. Alejandro a enfin tourné la tête lentement et l'a regardé. Et puis Sofia est entrée dans cette pièce. Ce jour-là, Marco a hoché la tête. Un coin de sa bouche s'est retroussé en un début de sourire. Puis cette petite chose est entrée dans votre réunion avec un crayon violet. Et j'ai su enfin que vous aviez quelque chose à perdre. J'avais attendu 10 ans sans rien dans vos mains que je puisse tordre. Cet enfant a placé la poignée dans ma paume le tout premier jour. Alejandro est resté silencieux un long moment. Puis il a posé la dernière question et sa voix était calme. Et Isabella, vous saviez qu'elle était morte. Vous saviez que Sofia était la mienne. Comment le saviez-vous? Marco a souri, un sourire de vantardise ouverte. J'ai lu sa lettre dans votre bureau. La nuit où le docteur Falcone a apporté le résultat. Vous avez ouvert le tiroir fermé à clé pour prendre le collier. Vous ne l'avez pas refermé. Vous étiez guidé par le sentiment. C'est l'erreur d'un homme sentimental. Un homme sans sentiment ne laisse jamais un tiroir ouvert. Marco a fait un autre pas en avant. Il a levé le pistolet et a pressé le canon contre le centre du front d'Alejandro. Bianche a ri derrière lui. Ne faites pas durer, Marco. Tuez-le, puis tuez l'enfant. Marco a posé son doigt sur la gâchette. Il n'y avait pas une nuance d'hésitation dans ses yeux. Il n'y avait pas 10 ans passés à l'épaule droite d'Alejandro sur les photos de famille. Il n'y avait que la satisfaction froide d'un homme qui était enfin arrivé à la destination vers laquelle il avait marché pendant une décennie. Sofia, toujours attachée à la chaise en bois, regardait Alessandro. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle pouvait voir son papa. Elle a crié contre la bande de rubans adhésifs qui scellait sa bouche. Alessandro a regardé sa fille pour la dernière fois. Il a pensé à la roseraie après la pluie. Il a pensé à la balançoire jaune derrière la maison. Il a pensé au fort de couverture sur le sol du salon. Il a pensé à une petite voix criant « Plus haut, papa !» dans un ciel d'automne. Il a fermé les yeux. Un coup de feu a retenti dans l'entrepôt, mais il ne venait pas du pistolet de Marco. Marco s'est figé. Tout son corps s'est figé, comme si quelque chose à l'intérieur de lui avait été éteint. Un filet de sang sombre s'est échappé du coin de sa bouche et a coulé sur son menton. Le pistolet a glissé de ses doigts et a cliqueté sur le sol en métal. Ses genoux ont fléchi lentement, un à la fois, et il s'est affaissé en avant sur les plaques froides du sol de l'entrepôt. À 3 pas derrière l'endroit où Alessandro se tenait, Maria Alvarez a abaissé le Glock 26. Ses 2 mains tremblaient. Un mince filet de fumée s'élevait encore du canon. Elle avait mis la balle au centre du dos de Marco Ricci, précisément sur la marque que son mari Miguel lui avait appris à atteindre chaque dimanche dans un stand de tir du New Jersey. Bianche a crié. Il a tourné le Beretta vers la tempe de Sofia par pur réflexe, déterminé dans les 2 dernières secondes de sa vie à l'emmener avec lui. Mais Alessandro s'était déjà laissé tomber sur un genou. Et sa main s'était déjà refermée sur le pistolet qu'il avait laissé tomber au sol quand Bianche le lui avait ordonné. 2 coups de feu ont retenti dans la chambre froide scellée, l'un sur l'autre. Bianche est tombé en arrière. Sa tête a heurté les plaques de métal avec un son lourd et final. Ses yeux sont restés ouverts, fixant le plafond ondulé de l'entrepôt.
Alejandro n'a pas regardé le corps de Bianca. Il n'a pas regardé le corps de Marco. Il a traversé la pièce jusqu'à la chaise de Sofia en 3 enjambées. Et il a posé son pistolet avec soin sur le sol avant de la toucher. Toujours prudent au milieu de tout cela, d'une arme chargée près de l'enfant. De sa ceinture, il a tiré le K-bar et a coupé la corde à ses poignets avec la plus petite pression possible de la lame. Il a décollé le ruban adhésif gris de sa bouche, aussi lentement que ses doigts tremblants le permettaient. Le souffle de Sofia s'est coupé. Elle a gémi, elle a jeté ses 2 petits bras autour de son cou, avec une force qui lui a coupé la gorge, et elle a pressé son visage humide contre le côté de sa mâchoire. Papa, papa, papa. Elle ne savait pas que ce n'était que la 4e fois de sa vie qu'elle l'appelait par ce mot. Lui, il le savait. Il l'a serré contre sa poitrine avec son seul bras valide. L'autre bras saignait encore. La balle que Marco lui avait mise dans l'épaule avant que Maria ne mette une balle dans le dos de Marco était ressortie proprement à l'arrière. Mais elle était ressortie à travers lui. Son manteau était lourd et sombre de son sang. Il ne semblait pas le sentir. Maria est venue vers eux. Ses mains tremblaient encore. Elle s'est agenouillée à côté de lui et a examiné la blessure avec le toucher rapide et compétent d'une femme qui avait grandi dans une famille où quelqu'un rentrait toujours d'un chantier avec quelque chose de déchiré. La balle était sortie. La plaie de sortie aurait besoin de points de suture. Elle a déroulé l'écharpe en laine de son propre cou et l'a nouée fermement autour de son épaule comme un garrot temporaire. À l'extérieur de la chambre froide, les tirs s'étaient raréfiés. Puis ils s'étaient arrêtés complètement. La voix d'Enzo est venue crépiter à travers la radio sur le col d'Alejandro. « C'est bon, signor. 6 des tireurs de Bianca à terre. 3 se sont rendus. Aucune perte de notre côté. En attente d'ordre. » Alejandro n'a pas répondu. Il a décroché la radio et l'a passée à Maria. Maria a appuyé sur le bouton et a parlé. Sa voix ne tremblait pas dans la radio comme elle tremblait dans ses mains. « Amenez ceux qui se sont rendus dehors. Il n'y aura pas d'exécution ici. Attendez le signor. » Alejandro a baissé les yeux sur le corps de Marco. 10 ans d'images ont défilé derrière ses yeux, avec la vitesse à laquelle seul le deuil se déplace. Marco aux funérailles de la signora aînée. Debout à sa droite, une main posée sur son épaule. Marco debout à côté de lui, le jour où il avait officiellement pris le siège, à la tête de la table en noyer. Marco riant à côté de lui, sur la photo qu'ils avaient prise pour son 35e anniversaire. Tous les deux, épaule contre épaule, un verre de vin dans chaque main. Marco debout à sa droite sur chaque photo de famille pendant une décennie. Pendant 10 ans, sur chacune d'entre elles, l'homme avait compté. Alejandro n'a pas eu longtemps pour se souvenir. Il s'est tourné vers Maria. Le sang coulait toujours de son épaule sur le sol en métal entre eux. Vous venez de sauver la vie de l'homme qui a abandonné votre amie la plus proche. Merci. Maria a secoué la tête. Des larmes coulaient sur ses 2 joues. Non, signor. Je viens de sauver la vie du père de la fille d'Isabella. C'est ce qu'Isabella m'aurait demandé de faire si elle était encore là pour le demander. L'aube a commencé sur les quais de Red Hook. L'ambulance privée de la famille Moretti, pas un véhicule de la ville, s'est arrêtée à côté de l'entrepôt. Le docteur Falcone a ouvert lui-même les portes arrière. Il a commencé à nettoyer et à panser la blessure à l'épaule à l'arrière du véhicule avant même que les portes ne soient refermées. Sofia était assise sur les genoux de Maria sur la banquette arrière. Ses doigts étaient toujours fermés autour de l'index d'Alejandro, et ils ne se sont pas ouverts une seule fois. Dehors, la première neige de la saison avait cessé de tomber. Dans la cabine, 3 personnes vivantes. Sur les sièges avant, 2 lieutenants. Et derrière l'entrepôt, un corps était soulevé sur une bâche par l'équipe d'Enzo. Dans le silence professionnel d'hommes qui comprenaient exactement ce qui venait de se passer. Et qui ne dirait jamais un mot à ce sujet à aucune âme vivante. Ils ont atteint le domaine Moretti un peu après 6 heures du matin. Le ciel était encore gris. Alice attendait déjà à la grille d'entrée. Une couverture de laine pliée sur un bras et une tasse de lait chaud en équilibre dans son autre main. Rosa se tenait un pas derrière elle, tordant un petit torchon de cuisine entre ses doigts qui étaient déjà humides de pleurs. Jeppe se tenait à côté d'eux avec une trousse de premier secours ouverte à ses pieds, au cas où le docteur Falcone aurait besoin de quelque chose qu'il n'avait pas apporté. Mais Alejandro n'a laissé personne emmener Sofia pour la baigner ou la changer. Il l'a portée. La petite robe jaune sombre de sang et d'huile de machine, les rubans à ses épaules mous d'humidité. Il a monté les marches de l'entrée, a franchi la porte d'entrée
et est entré dans le hall en marbre. Il n'a pas marché vers l'LSA. Il n'a pas marché vers les escaliers. Il a marché jusqu'à la première marche du grand escalier. La même première marche où, le tout premier jour, Sophia avait lâché la main de sa mère. Elle avait couru sur le sol poli pour enrouler ses bras autour de ses genoux après la réunion dans le bureau. La même marche, le même carré de marbre, 3 semaines plus tôt ou 3 vies plus tôt. Il ne pouvait plus faire la différence. Il s'est assis dessus, la tenant toujours. Devant lui se tenaient 8 hommes loyaux, attendant silencieusement leur rapport. Derrière eux, Alice et Rosa, et Vincenzo, et Jeppe. Et ici, au milieu du hall qu'il avait traversé 1000 fois dans ses chaussures en cuir dur, le plus puissant signor de la ville de New York, l'homme qui n'avait pas permis à une seule âme vivante d'être témoin de ses larmes en 20 ans de règne, a baissé son visage dans les cheveux bruns emmêlés de sa fille et a pleuré à voix haute. Personne n'a bougé, personne n'a osé s'éloigner, personne n'a osé détourner les yeux. Ils sont restés dans ce hall en silence complet, et ils ont été témoins de quelque chose qu'ils refuseraient encore de raconter à toute autre personne vivante dans 10, 20 et 30 ans. Pas à une femme, pas à un fils adulte, pas à un prêtre en confession, pas même dans les pages d'un carnet privé. Certains moments, une personne en est témoin, puis les emporte dans la tombe, sans jamais ouvrir la bouche à ce sujet. Sophia a levé son visage. Elle a levé sa petite main, celle encore maculée de sang, d'huile de machine et d'une légère trace de crayon violet. Et elle a essuyé maladroitement les larmes de son père sur sa joue. « Papa, ne pleure pas », a-t-elle dit. Sa voix était rauque, après trop d'heures de pleurs à l'intérieur d'une bande de rubans adhésifs. « Je suis toujours là. » Alessandro a entendu le mot « papa » pour la 5e fois de sa vie. Il ne s'est plus figé. Il l'a seulement serré plus fort. Maria se tenait à 3 pas derrière eux et n'osait ni s'approcher, ni reculer. Elle les a laissés seuls dans ce qui était à eux. Alice s'est approchée d'elle tranquillement et a posé une petite main sur son épaule. 68 ans. 20 d'entre eux passaient à laver le linge et à polir le marbre pour la famille Moretti. Et elle n'a dit qu'une seule phrase. « L'enfant a un père maintenant, et vous avez un foyer. » Maria n'a pas répondu. Elle a seulement hoché la tête. Le docteur Falcone a suturé la blessure à l'épaule d'Alessandro dans le salon près du hall. Alessandro a refusé de monter. Il ne voulait pas être séparé de Sophia, même pour la durée d'une suture. Elle s'est endormie contre sa poitrine pendant que l'aiguille bougeait. Elle était au-delà de l'épuisement, et les petites tractions du fil ne l'ont pas réveillée. Au cours de la semaine suivante, chacun des 8 hommes qui s'étaient tenus dans ce hall à l'aube est venu voir Alessandro en privé dans son bureau. Aucun d'eux n'est venu s'excuser de l'avoir vu pleurer. Chacun d'eux est venu pour la même raison, pour jurer sa loyauté une seconde fois. Une loyauté différente du serment traditionnel prêté à une famille. Enzo a été le premier à franchir la porte. Il n'a dit qu'une seule phrase. « Signor, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au jour de ma mort. » Pas pour l'organisation, pour l'enfant. Alessandro n'a pas répondu. Il a seulement hoché la tête. Le démantèlement des plus grandes branches de l'opération Moretti a commencé le mois suivant. Le transfert des actifs vers des sociétés de transport et d'entreposage propres a commencé la semaine suivante. La première nuit après Red Hook, Alessandro était allongé sur les couvertures à côté du lit de Sophia, une main reposant sur sa petite main. Et il n'a pas dormi. Maria est entrée à 3 heures du matin, portant une 2e couverture. Elle l'a étendue sur son épaule, bandée sans un mot. Il n'a pas parlé non plus. Mais pour la première fois en 3 ans, 2 adultes et un enfant à l'intérieur du domaine Moretti ont tous dormi sous le même toit. Et aucun d'eux n'est resté éveillé, craignant qui pourrait ne pas être là au lever du jour. Cimetière de Woodlawn dans le Bronx. Un après-midi de fin d'automne, 3 mois après la nuit à Red Hook. Une lumière jaune pâle glissait entre les branches des érables rouges le long de l'allée. Quelques feuilles sèches se sont détachées et sont tombées sur le chemin de gravier blanc. Alessandro, un bras encore légèrement bandé sous la manche de son manteau, marchait entre les rangées de pierres tombales. La petite main de Sophia était dans la sienne. Maria suivait à quelques pas derrière, portant un bouquet de roses blanches. Pas le genre importé, le genre avec un vrai parfum. Le genre qui poussait autrefois dans le jardin de sa grand-mère à Puebla, il y a longtemps. Ils se sont arrêtés devant une modeste pierre tombale en granit gris. Isabella Rosa Vargas, fille, mère et amie bien-aimée. Pendant 2 minutes entières, Alessandro n'a pas parlé.
Il s'est seulement penché et a déposé doucement les roses blanches à la base de la pierre. Puis il a mis la main dans la poche intérieure de son manteau et en a sorti la fine chaîne en argent. Le pendentif était enroulé en forme de lettre I, le collier qui avait traversé 3 années silencieuses, une enveloppe scellée et un entrepôt à Red Hook, pour arriver enfin à l'endroit où il devait être. Il s'est agenouillé à la hauteur de Sophia. Son genou n'était plus étranger à cette position. Il a attaché la chaîne en argent autour du petit couchot. Ceci appartenait à ta mère. Elle l'a donné à Tati Maria pour qu'elle le garde pour toi. Maintenant, il t'appartient. Sophia a soulevé la petite lettre I entre ses doigts et l'a tournée dans la lumière de l'après-midi. Elle a hoché la tête gravement, de la manière dont seule une enfant de 3 ans peut hocher la tête à propos de quelque chose qu'elle ne comprend pas encore pleinement, mais qu'elle a déjà décidé de porter avec elle. Alessandro s'est relevé. Il a posé une main contre le granit et ses doigts ont effleuré les lettres du nom d'Isabella. Sa voix était épaisse, mais elle ne tremblait pas. Je suis arrivé trop tard pour te protéger. Je suis arrivé trop tard pour entendre notre fille dire le mot « papa » pour la première fois. Je suis arrivé trop tard pour t'empêcher de saigner seul dans cette tempête. Mais je te demande maintenant de me donner le reste de ma vie. Je la passerai à chaque glace à la fraise, chaque poussée de balançoire, chaque fort de couverture, chaque histoire du soir, à protéger notre fille. Je te le promets, par le seul nom que je ne la laisserai jamais entendre personne utiliser dans cette maison. Le nom de Signora Moretti. Elle ne grandira pas comme j'ai grandi. Elle grandira comme tu le voulais. Un vent doux a soufflé à travers les érables. Quelques feuilles rouges de plus ont dérivé sur la pierre grise. Sophia a tiré sur sa main et a montré une petite fleur sauvage qui avait poussé entre les brins d'herbe à côté de la tombe. La fleur était violette. « Papa, regarde, c'est la même couleur que mon crayon. » Alejandro s'est penché. Il a cueilli la petite fleur avec soin et l'a glissée dans ses cheveux, juste au-dessus de la petite pince en forme d'éléphant. Derrière eux, Maria se tenait avec une main légèrement pressée sur sa bouche, et l'autre levée doucement pour toucher le sommet de la pierre tombale. Un petit adieu privé à la meilleure amie, qui avait attendu 3 ans et demi en silence pour que cet après-midi précis arrive. Ils sont sortis tous les 3 du cimetière, alors que le soleil se couchait bas sur les arbres de l'ouest. Sophia tenait un crayon violet dans une petite main, le même genre de crayon violet qu'elle portait le jour où elle était entrée dans une pièce pleine de fumée de cigares et d'hommes en costume sombre, 3 mois plus tôt. Son autre main tenait le doigt de son père. La nouvelle robe jaune que Maria lui avait achetée flottait doucement dans le vent de fin d'automne. Le même crayon violet, la même robe jaune. Tous deux étaient autrefois entrés dans une pièce pleine d'armes et de silence. Maintenant, ils sortaient d'un cimetière, main dans la main avec un père. Chers amis, merci d'être restés avec nous jusqu'à la toute dernière minute de cette histoire. Parfois, les plus grandes blessures de nos vies ne sont pas guéries par la force, l'argent ou le pouvoir. Parfois, elles sont guéries par la petite main inattendue d'un enfant qui ne sait pas qu'il guérit qui que ce soit. Alejandro a construit des murs de pierre autour de son chagrin pendant 3 longues années. Il a fallu la question innocente d'une fillette de 3 ans. Puis-je vous emprunter pour une journée, pour faire tomber ces murs? L'amour n'arrive pas toujours à l'heure. Parfois, il arrive très, très tard. Mais il n'est jamais trop tard pour choisir de devenir la personne que nos proches auraient espéré que nous puissions être. Il n'est jamais trop tard pour échanger une maison vide contre un foyer. Il n'est jamais trop tard pour s'agenouiller à la hauteur d'un enfant et y rester. Nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles. Y a-t-il déjà eu une petite personne inattendue dans votre vie qui est arrivée exactement au bon moment et a tout changé? Croyez-vous que certaines promesses sont assez grandes pour remodeler toute une vie? S'il vous plaît, partagez vos pensées et vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chacun d'entre eux, et chaque mot que vous nous envoyez va droit au cœur de cette chaîne. Si cette histoire vous a touché aujourd'hui, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire réconfortante. Chaque abonnement, chaque j'aime et chaque commentaire nous aide à apporter plus de ces histoires à plus de gens dans le monde entier. Merci beaucoup d'être là. Nous vous souhaitons une bonne santé, un foyer paisible et de la joie dans chaque petit moment de votre journée. Au revoir pour le moment, et on se retrouve dans la prochaine histoire.